Animés par la Chambre d'agriculture du Var, les producteurs du groupe Un défi en oléiculture tentent de chercher des alternatives aux produits phytosanitaires dans leurs exploitations contre un ravageur d'importance, la mouche de l'olive. Afin d'optimiser la lutte à tout niveau, les producteurs ont choisi de regarder comment la biodiversité fonctionnelle pouvait permettre de réduire la pression de ce ravageur dans leurs vergers. Cette vidéo illustre et synthétise les différentes pratiques culturales qui sont mises en place dans les exploitations des producteurs du groupe Un défi en oléiculture depuis maintenant 5 ans. Les outils d'aide à la décision. Il est très important de connaître le microclimat du verger avant de raisonner la lutte contre la mouche de l'olive. Effectivement, chaque verger est différent. On peut avoir des vergers irrigués, au sec. On peut avoir des variétés plus sensibles ou pas à la mouche, donc les grosses olives ou des petites olives. Des olives de table qui sont généralement sélectionnées plus grosses seront toujours plus attrayantes que des olives destinées à l'huile de petit diamètre. La taille des arbres est aussi un facteur d'importance contre la mouche de l'olive, car plus la charge de l'arbre est importante, plus les olives seront de calibre inférieur. Et au contraire, un arbre peu chargé aura tendance à avoir des olives plus grosses, donc plus attrayantes pour la mouche. Afin de bien connaître tout le microclimat du verger, les producteurs s'équipent de stations météo, donc pour connaître la pluviométrie, l'hygrométrie de l'air et les normales de température. Dans le groupe Défi, depuis 4 ans, effectivement, la stratégie de lutte contre la mouche, il y a déjà de l'observation, on a des pièges qui sont posés et on travaille beaucoup aussi avec une station météo pour tout ce qui est prévision météo et volume d'eau, température, humidité qu'on va retrouver sur le verger. L'hygrométrie du verger est aussi extrêmement importante. Si les olives sont bien turgescentes, la mouche sera tout de suite beaucoup plus attirée que si elle trouve une olive au point de flétrissement, où la peau est toute fripée. La station météo avec déjà les sondes tensiométriques qui nous permettent un peu de voir un peu l'état d'eau dans le sol à différentes profondeurs. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on voit que des fois il pleut, par exemple, on a eu 14 mm le 2 octobre, les courbes, elles ont pas descendu, quoi. On voit bien que 14 mm, c'est que dalle. C'est pas un arrosage, c'est comme si on n'avait rien eu. Ce qu'il aurait éventuellement fallu faire, c'est que derrière les 14 mm, rajouter un petit coup d'eau en irrigation, une demi-dose qui ferait qu'on aurait la dose complète. Moi, je vois mon sol, il réagit, quand on regarde les arrosages que je fais, il réagit à partir de 30 mm, quoi. On commence à vraiment chuter. Là, ici, toi, sur la pluie du 27 septembre, tu as 12, plus 5, ça fait 17, 17 et 10, voilà, 27 mm. Tu vois qu'il y a eu une chute, et encore, pas de toute. Alors bizarrement, la chute, elle se fait à 50, elle ne se fait pas à 25. Donc je pense que la sonde, elle doit déconner sur le capteur. Parce que là, elle ne bouge pas, alors que même la 75, après, elle réagit. Donc voilà. Donc ça, c'est super intéressant pour déclencher ces arrosages. Le producteur peut en ce sens jouer sur son irrigation s'il est équipé. De même, la localisation du verger, donc à proximité d'un cours d'eau, joue aussi sur la présence ou pas de mouches. Si le verger est entouré par d'autres oliviers qui ne sont pas gérés dans la stratégie de lutte, ou bien si le verger est à proximité de piscines par exemple, donc autant de réserves hydriques que l'insecte va pouvoir trouver. La mouche de l'olive est un insecte dont le cycle se compte en somme de degrés jours, donc la durée du cycle peut être variable. En effet, elle est de quelques semaines, 2 à 3 semaines, en saison contre plusieurs mois en période hivernale. Il est important de connaître la météo pour pouvoir bien contrôler le cycle de l'insecte. Les mouches sont très sédentaires en saison, elles sont presque territoriales et gardent leurs olives. Par contre, au printemps, où il n'y a pas encore d'olives sur les arbres, les insectes vont pouvoir avoir un rayon de dissémination beaucoup plus important. Le taux de mouches capturées est un très bon indicateur du vol de la présence de ce ravageur sur le verger. Les oléiculteurs peuvent également suivre le vol des mouches grâce à des outils, donc du piégeage monitoring, d'observation. Sur les 3 dernières années, tu vois, tu t'aperçois déjà de la précocité de cette année. C'est vrai, ça démarre un poil avant. Mais qu'il y a des pics qui sont quasiment au même endroit. Donc c'est assez régulier qu'à partir de la fin août, on commence vraiment à capturer. Et ce, malgré les températures qu'on a eues cet été.
L'interprofession oléicole, France Olive, met à disposition des producteurs une carte des piégeages en temps réel, donc basée sur un réseau de producteurs piégeurs volontaires qui sont équipés de ces plaques et capsules et qui du coup font des relevés à fréquence régulière pour connaître l'état des populations de mouches tout au long de l'année et surtout en saison. Au fur et à mesure, les agriculteurs arrivent à avoir un historique, suivre les courbes des populations de mouches et du coup peuvent se donner des seuils avant de déclencher un insecticide. Alors, j'ai commencé à être piégeur officiel de France Olive, anciennement à la Fidole, depuis les années 2006, je crois, 2007, dans ces années-là. Donc tous les ans, on fait un relevé par semaine en moyenne sur les vergers. Donc chaque secteur est indépendant, donc c'est à chacun de prendre en considération son verger pour la pression pour la mouche. Sur ce type de piégeage donc, dit sexuel, c'est donc une phéromone sexuelle qui attire les mâles. À partir du moment où la mouche cherche à se reproduire, elle est attirée par la phéromone et c'est à partir du moment-là qu'on commence à déceler le début du cycle de la mouche. Lorsqu'on fait un comptage des mouches qui sont prises sur le piège et à partir de là on peut définir le moment où le cycle se constitue. Compter les dégâts en cours de saison est un très bon indicateur pour savoir où on en est du cycle de la mouche et pouvoir anticiper le passage des traitements, que ce soit des insecticides ou de renouvellement des barrières minérales. Couplé avec du piégeage d'observation, le comptage des dégâts permet aux producteurs d'évaluer vraiment le risque mouche propre à son verger, qui est très étroitement lié à la météo et toutes les pratiques culturelles qu'il met en place. La mouche de l'olive est un diptère, prédateur inféodé à ce fruit. L'adulte va rechercher des olives pour pondre, prend son temps pour préparer sa ponde, donc elle va tourner sur le fruit avant de choisir l'endroit où pondre. La mouche de l'olive glisse son œuf sous l'épiderme. L'œuf va se développer au bout de 2 jours en larve qui va grossir et progresser tout au long de l'olive dans la chair vers le noyau. Une fois que la larve a atteint son dernier stade, si l'olive est encore verte, donc peu riche en huile, elle prépare le trou de sortie, laisse juste un opercule sur l'olive et retourne faire sa pupe à l'intérieur de la galerie. Lorsque l'adulte émerge, il n'a plus qu'à pousser l'opercule pour sortir de l'olive et se sécher sur le fruit avant de prendre son envol. Il sera mature au bout de quelques jours. Si l'olive est presque mûre, mature, la lipogénèse s'est effectuée et du coup la larve considère que cet environnement est plutôt instable ou en tout cas dangereux pour le futur adulte et du coup va préférer sortir de l'olive, se jeter au sol et pupéfier au sol. On a donc un cycle qui peut se passer intégralement dans l'olive, à part la partie adulte volante, ou bien un cycle qui passe aussi par l'étape du sol. La problématique de ce ravageur sur les olives et la récolte, c'est d'une part l'oxydation de l'huile lors de l'apparition des trous de sortie. Donc pour des olives à destination de huile, un idéal de production est d'avoir moins de 8 à 10% d'olives trouées dans le lot pour ne pas déprécier la qualité de l'huile. Pour des olives de table, ce degré est encore plus nécessaire. On doit avoir moins de 2% d'olives tachées dans un lot pour de la commercialisation en olives de table. La deuxième problématique que ce ravageur implique pour la production d'huile de qualité, c'est qu'il est prédaté par un autre diptère, la cécidomie, qui vient pondre à la suite d'une mouche de l'olive dans la même olive pour que sa larve puisse prédater la larve de la mouche de l'olive. Et malheureusement, cette mouche est vectrice d'un champignon, la dalmaticose, qui vient tacher de noir et dégrader la chair de l'olive en la séchant et peut se développer même en l'absence de développement et de dégâts mouches. La dalmaticose est une problématique en oléiculture car ce champignon peut parfois occasionner plus de 20% de dégâts sur la récolte. La biodiversité fonctionnelle. Il existe en effet dans le verger des prédateurs spécifiques ou généralistes qui peuvent nous aider, nous producteurs, à lutter contre la mouche de l'olive. La biodiversité fonctionnelle se trouve à tout niveau dans un verger d'oliviers, que ce soit au niveau de la frondaison et plus précisément des olives, ou au niveau du sol lorsque la mouche pupéfie au sol, ou lorsqu'elle est au stade adulte dans le verger et alentour. Des micro-hyménoptères parasitoïdes de Bractocera oleae, la mouche de l'olive, ont été étudiés par Jean Lecomte dans un ouvrage. Ces parasitoïdes sont assez difficiles à observer au verger et leur efficacité est limitée. Il convient donc de favoriser l'environnement général du verger pour pouvoir avoir une action bénéfique sur leur installation. En effet, ces micro-hyménoptères doivent donc prédater un autre insecte ravageur avant de s'attaquer à la mouche de l'olive. Donc ça sous-entend que la plante hôte qui se fait parasiter
doit être à proximité d'une olive, donc pas très loin dans le verger. Les alliés que nous rencontrons dans les vergers sont très directement influencés par les pratiques culturelles. La gestion de l'enherbement en est une, et les producteurs du groupe Défi ont favorisé cette biodiversité fonctionnelle en gérant de manière plus raisonnée leur enherbement. Alors moi, pour la mouche de l'olive, j'ai essayé déjà il y a quelques années l'enherbement, alors premièrement partiel, puis après total. Et je me suis aperçu que de laisser l'herbe haute, comme on est là à présent, là, sur cette parcelle, c'est que du coup, on a beaucoup moins d'attaques de mouches que sur des arbres qui sont labourés ou désherbés. J'ai pris cette optique-là de laisser l'herbe naturelle jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 15 jours avant la récolte, où là, on va tondre et pour pouvoir faciliter la récolte. Les auxiliaires de culture contre la mouche de l'olive ont aussi besoin de se nourrir, de s'abriter, de pouvoir se reproduire, donc tout l'environnement du verger est à prendre en compte. Plus l'enherbement du verger est périn dans la saison, plus les auxiliaires de culture peuvent s'installer et avoir une action bénéfique contre la mouche de l'olive. Alors ici on est au moulin, donc voilà, ça c'est un panneau qu'on a fait il y a maintenant 2 ans avec le groupe Défi qui recense en fait les insectes auxiliaires qu'il y a dans le verger qui nous aident à lutter contre la mouche et les autres insectes ravageurs de l'olivier. Dans des vergers au sec, la gestion de l'enherbement, à savoir garder un enherbement haut le plus longtemps possible en saison avant de le détruire pour la récolte, est un levier intéressant pour lutter contre la mouche de l'olive. Les producteurs du groupe Défi ont donc progressivement limité l'utilisation de glyphosate dans les exploitations ou optimisé la gestion mécanique de l'enherbement dans leurs vergers. Cette optimisation de la gestion mécanique des vergers des producteurs du groupe Défi vise à favoriser et pérenniser l'installation des auxiliaires de culture. Il y a une exploitation de 1500 oliviers ici plantés en 1998 et là on n'a plus de désherbant depuis maintenant 3 ou 4 ans je crois et puis on utilise la machine à Leberti. Elle est très bien, il ne faut pas aller très vite, il faut aller tout droit. On arrive à faire, franchement moi je passe le giro entre les deux parce que ça va plus vite, aller-retour. Après il y a un aller-retour avec Leberti. En 4 heures vous faites 1 hectare. Lui, le tracteur, il a tendance à chauffer un peu. Je pense qu'il n'est pas assez puissant, malheureusement, je crois. Le goutte à goutte enterré, je peux faire clac-clac. Là, je fais tout droit. Il me reste 30 d'un côté, 30 de l'autre, que tu tapes à la débroussailleuse, quoi. Mais là-bas, non. En général, tu fais juste le tour de l'arbre. Maintenant, il y a les papillons, les lapins, les coccinelles. Tout le monde est content. La mécanisation pour la gestion de l'enherbement est un des leviers clés à combiner avec le choix du réseau d'irrigation. Des broyeurs satellites sont très intéressants pour pouvoir contrôler l'enherbement sur le rang. La gestion des matières organiques dans les vergers d'oliviers est aussi un facteur d'importance, car on l'a vu, la mouche passe une partie de son cycle au sol, donc quels sont les auxiliaires présents dans le sol et comment les favoriser? Ça passe par l'amélioration de la matière organique des vergers. Nous sommes sur un sol qui est issu de la dégradation de la roche granitique, donc qui est très pauvre en matière organique. Donc lors de la plantation, nous avons fait un semis artificiel et puis nous avons laissé les plantes autochtones reprendre le dessus. L'objectif était de maintenir le sol et d'augmenter l'activité micro-organique du sol. Je suis plutôt très satisfait de cette pratique. Et aujourd'hui, on voit que le sol se maintient, on a une activité qui se développe et c'est plutôt très positif. Sur les rangs, donc, on a fait un apport de broyat vert, de façon, les premières années, à éviter que les plantes développent une concurrence avec les oliviers. Cette matière s'est dégradée et a permis aux micro-organismes de se développer. Donc il m'est venu l'idée de semer des engrais verts dans l'oliveraie pour enrichir le sol, pour attirer d'autres auxiliaires dans l'oliveraie et pour garder toujours un couvert végétal et aussi dans l'idée que ça puisse se ressemer naturellement. Et donc voilà, plutôt que d'amener des engrais extérieurs et tout, j'aimais bien l'idée de l'engrais vert. La crainte quand on avait fait les essais, c'est qu'on avait semé avant récolte. Et j'avais peur que ça soit un peu trop à nu, la terre à nu, et d'ailleurs c'était un peu à nu au départ. Et en fait ça a commencé à lever, donc on avait semé fin octobre. Ça a commencé à lever octobre, moi je récolte plutôt mi-novembre, fin novembre. Et au final il y a eu un petit couvert végétal qui s'est formé. Et
Tant qu'on n'est pas trop près des arbres non plus, voilà, on n'est pas dans la gadoue, donc ça reste correct. Mais voilà, j'avais trouvé l'essai bien, c'était joli. En plus, on avait semé du trèfle incarné qui est rouge, c'était vraiment magnifique et c'était une bonne expérience. Les vergers où il y a eu des apports antérieurs ou actuels de broyat de bois de taille, d'apports de compost ou des tests de couverts végétaux présentent de meilleurs résultats de dégradation des fibres végétales et donc potentiellement présentent une meilleure vie fonctionnelle dans le sol. J'ai commencé à faire l'enherbement il y a 18 ans parce que j'ai eu plusieurs grosses pluies au tout début et j'avais des crevasses de plus d'1 mètre et de toute la terre en bas et donc j'ai dit il faut que j'arrête ça. Donc j'ai laissé enherber et au fur et à mesure je me suis rendu compte, déjà pour la récolte c'était plus facile parce que j'avais pas des marches entre, ça créait pas de restants donc c'était plus facile pour la récolte. Pour le travail c'était plus facile, c'était moins dangereux avec le tracteur. Et après, au fur et à mesure, il y a eu des moutons qui se sont installés à Roquebaron, donc tout près d'ici. Donc ils pèsent ici et ils permettent comme ça de me faire un petit nettoyage et de faire un petit engrais naturel. Je ne te dis pas que ça sera mirobolant, mais ça fait un petit apport en plus et ça me permet d'avoir des herbages en moins à faire pour moi. Donc ça me fait gagner du temps, donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Je complète le compost avec mes bois de taille, ça s'enrichit, donc ça fait une bonne continuité. Donc comme je laissais enherber, ça ne me posait pas de problème. Il faut qu'il soit bien trié surtout, qu'il soit de bonne qualité et c'est un coût moindre pour un résultat plutôt satisfaisant. J'ai remarqué déjà que j'avais des arbres qui étaient beaucoup plus poussants, une meilleure production, donc j'étais assez content du résultat. Le broyat des bois de taille, l'apport de compost, l'apport ou l'installation de couverts végétaux ou d'engrais verts sont autant de facteurs qui vont favoriser, stimuler la vie biologique des sols. Avec les producteurs des groupes défis viticoles et maraîchers de la Chambre d'agriculture du Var, le groupe Un défi en oléiculture a travaillé sur la stimulation de l'activité biologique des sols et notamment avec la mise en place de suivi dans les vergers. Et pour s'en assurer, on a fait donc un test dit des slips qui permet de mesurer la dégradation de la cellulose par tous les micro-organismes dans le sol. Les résultats sont plutôt très probants. On voit bien que les zones où il y a eu un apport de matière organique, la faune s'est vraiment développée et a bien dégradé la cellulose. Sur le rang, donc là, on n'a pas apporté de broyat et donc là, on est plutôt sur une dégradation un peu plus courte. On voit très bien que sur le rang, l'activité du sol se situe sur une vingtaine de centimètres. Et sur l'interrang, on est plutôt entre 15 et 10. Les tests sur l'activité biologique des sols mis en place dans les exploitations du groupe défi ont permis de faire un état des lieux des pratiques culturales mises en place. Les vergers enherbés présentent des meilleurs résultats d'activité biologique ou en tout cas de structure des sols que des sols travaillés. Les essais mis en place et les résultats attendus sont évidemment bien dépendants des conditions météorologiques de l'année. De manière générale, plus le sol d'un verger est vivant, plus on favorise l'installation et la prédation de la mouche de l'olive à ce niveau. Certains auxiliaires de culture, comme les araignées ou les carabes, sont très présents naturellement, spontanément dans les vergers. Quelques pratiques simples à mettre en place permettent de vraiment favoriser leur installation et ainsi leur prédation contre la mouche de l'olive. En fait, pour la cochenille, j'ai commencé à introduire des coccinelles. Puis aussi, j'avais laissé tout autour des taillis pour qu'il y ait des auxiliaires qui soient là. Et on a fait un relevé d'araignées. On a vu qu'il y avait une belle diversité d'araignées, donc ça, c'était intéressant. Les araignées prédatrices sont présentes à la fois dans la frondaison, protègent donc les olives par les entrées des adultes, peuvent aussi, lorsqu'elles chassent à l'affût ou à court, attraper des mouches lorsqu'elles sont en train de préparer leur ponte, ou alors peuvent attraper des adultes lorsqu'ils veulent émerger de l'olive. On a aussi toutes les araignées du couvert herbacé qui peuvent aussi faire des toiles et réduire ainsi les populations de l'insecte. Ou alors les araignées du sol qui peuvent aussi avoir une action de prédation contre les pupes ou les asticots, de la même manière que les carabes et les fourmis. Ce travail de prophylaxie et de régulation de fond se fait également par des auxiliaires parfois plus importants que l'on trouve de plus en plus dans les vergers, les poules. Ça faisait un moment que moi je pensais à mettre des poules parce qu'on est allé sur une exploitation où il y avait un élevage et la personne indirectement avait mis des poules dans les oliviers
Et c'est à ce moment-là que j'ai revu le principe et que je me suis dit ça peut être intéressant. J'avais 70 poules dans la parcelle d'oliviers que j'avais encerclé avec mon grillage amovible que je déplaçais. Les parcs à peu près, ils faisaient un peu plus de 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, mais à l'air libre. L'essai, il a été sur 1 an et demi. Au départ, pendant les 8 premiers mois, c'était nickel. C'est quand à ce moment-là, les buses se sont aperçus qu'ils avaient à manger, c'est à partir de là qu'ils m'ont plus lâché, quoi. J'ai eu aussi en prédateur les renards. J'ai eu les renards et j'ai eu, ça juste une fois, les fouines parce que tous les soirs je les refermais dans le poulailler amovible. J'ai trouvé comment les arrêter, ça, il n'y a pas eu de problème. Les avantages, parce que pour moi il y en a plusieurs, c'est le nettoyage entre autres. Après c'est la fumure. Après, c'est la lutte contre la mouche, parce que comme ils grattent le sol en faisant le nettoyage, ça fait qu'ils mangent toutes les larves. Malgré que c'est un autre métier, il ne faut pas oublier, mais ça permet de faire un autre petit revenu, un petit complément qui peut être intéressant. En effet, ces volatiles ont des actions combinées et permettent non seulement de faire un nettoyage des fruits en saison, les olives qui tombent, les asticots qui se jettent au sol, mais aussi de gratter le sol et du coup de pouvoir mettre à jour des pupes de mouches en période hivernale. Elles fertilisent le verger, mais attention à ne pas laisser un lot trop important de poules trop longtemps sur une même parcelle par rapport à la repousse en herbe. Les oiseaux sont en effet d'excellents auxiliaires de culture contre les mouches, à savoir que les mésanges ainsi que certains mammifères comme les chauves-souris ont une action vraiment avérée et peuvent être un excellent levier complémentaire pour la lutte contre la mouche de l'olive dans les vergers d'oliviers. Les producteurs du groupe Défi ont donc installé certaines parcelles de leurs exploitations avec des nichoirs à mésanges ou des abris à chauves-souris. C'était l'idée d'avoir un prédateur la nuit et un prédateur le jour, histoire que la mouche ne puisse pas trop se reposer. On a fait le choix d'installer des nichoirs parce qu'on avait lu un livre, c'était 1700 et quelques, écrit par un vicomte ou je ne sais plus trop quoi, où dedans, déjà à l'époque, il faisait la constatation entre la baisse de population d'oiseaux et l'augmentation des ravageurs. Du coup, lors d'une réunion avec Ange Druneau, nous avons ciblé les populations de mésanges et de chauves-souris. Sur le verger, ici, il y a 30 nichoirs, parce que les nichoirs haute densité, c'est 10 nichoirs par hectare. Donc on a des nichoirs ronds, comme vous pouvez les voir juste au-dessus. Et ensuite, sinon, on a des nichoirs plats, nichoirs à chauve-souris typiques. Alors bon, pour l'instant, on n'a pas ressenti de net changement. Alors d'après Brice Lemaire, celui qui a posé les nichoirs, il faut attendre 2-3 ans, histoire que les oiseaux se sédentarisent, etc. Mais sur cette parcelle, nous avons la chance d'avoir un bassin de rétention qui nous apporte de l'eau à l'année, ce qui favorise les populations de chauves-souris. À noter que l'efficacité et la prospection des vergers est aussi étroitement liée à l'environnement du verger. Pour les chauves-souris, la présence d'une mare ou d'un bassin avec une ouverture sur de l'eau est très importante pour leur installation. Plus il y a de vie dans votre verger, plus la mouche et d'autres ravageurs comme la teigne peuvent être impactés. On peut ainsi voir que la biodiversité fonctionnelle est présente sur plusieurs formes, à différents moments de la saison et à différents endroits dans le verger. La mouche de l'olive peut donc être prédatée sous sa forme adulte par les oiseaux, par les araignées, par les chauves-souris, à différents moments de la journée. Elle peut aussi être prédatée sous sa forme larvaire, si elle tombe au sol par tous les auxiliaires présents au sol, des poules s'il y en a, des carabes, des araignées, des fourmis. Et elle peut aussi être prédatée sous forme larvaire lorsqu'elle est encore dans le fruit, si des micro-hyménoptères viennent pondre pour tenter de la prédater. Si le trou de sortie est ouvert par des fourmis et que la pupe est ainsi prédatée par des fourmis ou par des araignées. Et également des oiseaux qui viendraient chercher cet apport protéinique. Les barrières minérales. Les producteurs du groupe Un Défi en oléiculture ont optimisé leur traitement phytosanitaire contre la mouche de l'olive en mettant en place des outils d'aide à la décision, en revoyant parfois la gestion de l'enherbement, la gestion des matières organiques sur leurs exploitations, mais aussi la gestion de l'irrigation, la gestion de la taille. Un dernier levier reste le levier phytosanitaire. Les insecticides peuvent être remplacés par des barrières minérales. On a fait une stratégie progressive. Il y a quelques années, on était en lutte raisonnée, on faisait du piégeage de mouches et on allait déclencher nos traitements phytosanitaires. Bon, à l'époque, c'était encore de l'insecticide qu'on allait utiliser. Uniquement quand un certain seuil était dépassé, pour utiliser le minimum de produits possible, mais en préservant la qualité de nos fruits et donc pour obtenir un produit final de bonne qualité. Depuis quelques années, on a commencé à faire une transition. On a commencé à faire une partie du verger traité à l'argile pour faire un format test. Au début, c'était sur 1,5 hectare, 2 hectares.
Et ça va faire 3 ans maintenant qu'on est à l'argile 100% sur l'ensemble de l'exploitation. Et on en est plutôt satisfait parce que le résultat obtenu est équivalent à celui qu'on avait autrefois sans utiliser aucun insecticide. Et en plus, ça règle également un autre problème qui est la dalmaticose, qui est un problème qui est apparu plus récemment. Et l'argile a tendance à atténuer ce phénomène. Donc ce qui est intéressant en plus de la lutte de la mouche. Les barrières minérales sont en effet une protection physique contre les pontes de mouches de l'olive et contre toute autre ponte, et permet également de limiter le développement de dalmaticose sur les olives. Ce levier phytosanitaire est très efficace contre la mouche de l'olive et présente de très bons résultats dans les exploitations du groupe Défi. Aujourd'hui, ma stratégie de lutte contre le principal prédateur de l'olive, qui est la mouche de l'olive, c'est l'utilisation d'argile blanche. Pendant 10-15 ans, j'étais en conventionnel. J'utilisais la seule molécule efficace et autorisée, le diméthoate, contre la mouche de l'olive. C'était efficace, c'était pas cher, mais j'étais toujours mal à l'aise avec l'utilisation de pesticides. Et j'ai franchi le pas il y a 3-4 ans maintenant, avec l'utilisation de l'argile. Et pour moi, ça a changé ma vie d'oléiculteur en fait. J'ai dû changer par exemple mon atomiseur. Pour avoir un atomiseur, je parle au pro avec piston membrane. Le réglage du pulvérisateur est en effet la première option indispensable pour avoir une efficacité de traitement contre la mouche de l'olive. Cela nécessite d'avoir du matériel adapté à la pulvérisation d'un tel produit et surtout bien réglé pour avoir une protection, une couverture maximale dans les vergers et sur toutes les olives. Le soir, je remplis aux 3/4 mon atomiseur, 3/4 d'eau uniquement. Le lendemain, le plus tôt possible, je mets en route l'agitateur dans mon atomiseur. Je commence à verser en pluie fine tout doucement en argile et avec un masque, je mélange directement dans mon atomiseur. J'ai jamais eu de problème, ça ne bouge pas. Mais ne jamais oublier de mettre l'agitateur, l'atomiseur en pression. Et une fois que mon argile est diluée, là je rajoute l'adjuvant, les terpènes de pin. Quand je renouvelle mes traitements, c'est l'observation. On a eu des périodes de très fort mistral. Là, les olives s'entrechoquent souvent, on perd une couverture d'argile. Sinon, c'est la pluie, évidemment, c'est les orages qui vont dicter le nouveau traitement. Généralement, même s'il n'y a pas de vent, même s'il n'y a pas de pluie, tous les mois, je renouvelle l'opération de traitement à l'argile. L'utilisation de papier hydrosensible peut permettre de bien régler son pulvérisateur pour avoir une couverture maximale sur toute la hauteur de la frondaison. Suivant les vergers, la pulvérisation d'argile de manière mécanique n'est pas toujours très facile. Les arbres sont trop distants les uns des autres, la présence de restanques, le matériel ne peut pas passer et du coup la protection peut également se faire à la lance. J'ai été un des premiers sur le département à tester l'argile avec la chambre d'agriculture et la Fidol à l'époque. On a fait des tests de l'argile verte, l'argile blanche, toutes sortes de marques. Et donc moi j'utilise encore la lance parce que la configuration de mes vergers ne me permet pas de passer avec un atomiseur classique par rapport à l'espacement des arbres et à la configuration. Je pense que le traitement est quand même plus efficace à la lance, mais c'est plus de travail, c'est plus long. Mais bon, on arrive vraiment à cibler le traitement parce qu'on envoie vraiment le produit là où il faut. Donc j'utilise beaucoup moins de produits. Par contre, c'est plus de temps en main d'œuvre. Il faut surtout être en préventif, parce que lorsqu'on voit que la mouche est présente et la pression est forte, il faut toujours penser à faire des traitements préventifs. Parce qu'une fois que la mouche a piqué, l'argile, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard. Donc toujours en préventif et surtout surveiller par rapport au calibre de l'olive et renouveler si par rapport au vent ou aux pluies, au lessivage de l'argile, donc il faut renouveler les traitements, quoi. Et ça dépend des années, les pressions. Il y a des années où je peux avec 2 traitements à 3 sur l'année, ça passe. Et puis des fois, je peux passer à 6-7 traitements sur la saison. Mais si les traitements sont bien appliqués, c'est un très bon produit pour lutter contre la mouche. Plus chronophage, cette application est toutefois de meilleure qualité car l'applicateur peut cibler les zones de production. Le réglage du pulvérisateur est un prérequis indispensable pour améliorer l'efficacité contre la mouche de l'olive, qu'on soit en traitement insecticide traditionnel, conventionnel ou biologique, ou en application de barrières minérales. L'exploitation est en bio depuis plus de 10 ans. On est en bord de mer, il y a quand même des influences maritimes importantes et on a choisi de renouveler régulièrement les traitements à l'argile en sous-dosant un petit peu par rapport à ce qui se fait habituellement, mais de façon à être plus présent. En règle générale, même sur la grosse année de mouche, on est plutôt très bien protégé, quoi. Il n'est pas nécessaire de blanchir, de couvrir complètement les olives pour avoir un résultat optimal. Un simple pellicule blanc sur l'olive peut suffire à perturber la mouche. L'emploi de barrières minérales en oléiculture est très intéressant contre la mouche de l'olive. En effet, l'argile va perturber l'insecte au moment de la ponte, déjà mécaniquement,
physiquement, car les feuillets d'argile vont le déranger pour pondre. Ensuite, visuellement, l'arbre va changer de couleur, donc les olives vont être moins vert fluo, donc moins attractives pour l'insecte. Et ensuite, olfactivement, parce que du coup, l'odeur est aussi un peu changée avec ce produit, complètement sain pour la santé de l'utilisateur. Alors c'est la 3e année que je traite donc les olives avec ça. J'ai fait 3 récoltes nickel, je vais dire, c'est-à-dire pas de piqûres, des olives quasi parfaites tout le temps. Je sais que l'impact sur les insectes est plutôt faible et je suis assez serein quand je fais mes traitements contre la mouche de l'olive. C'est totalement efficace, simplement il faut être attentif, présent, observateur et y être au quotidien ou presque. Pour en savoir plus sur les barrières minérales en oléiculture, je vous invite à retrouver la fiche pratique remarquable disponible sur le site Ecophytopic ou bien l'intervention d'un producteur du groupe lors du colloque national Défi qui a eu lieu en janvier 2019. Enfin, dans la lutte contre la mouche de l'olive, les producteurs du groupe Défi étudient la question des filets en oléiculture. Cette production n'est pas du tout historiquement réfléchie pour être conduite avec des filets anti-insectes, mais la question se pose notamment en zone de forte urbanisation ou lorsque la valorisation du produit est importante, comme c'est le cas parfois pour l'olive de table. Alors cette année, nouvelle expérimentation. Voilà. Juste ici, on vient de les mettre en place. Donc l'idée, c'est d'utiliser des filets contre les insectes. Donc c'est un maille très très fine pour éviter, donc c'est une barrière physique, on va dire, qui va permettre d'éviter que la mouche va venir piquer l'olive puisqu'elle n'a plus de contact avec notre olivier. Là, on a fait 2 oliviers. Donc c'est des olives de table, une variété très très sensible à la mouche de l'olive. La récolte, elle est prévue vers le 10 septembre. Le 10 septembre, on va enlever tous nos filets et on va pouvoir regarder un petit peu les fruits et voir si l'opération est concluante. Si c'est concluant, on envisage de protéger au moins les olives de table vertes avec ce procédé. Les arbres sont très grands, donc ça sera peut-être quelque chose qu'il faudra mettre en place pour les prochaines années. C'est de gérer la taille un petit peu différemment pour que ça se prête bien à pouvoir positionner ce type de filet. Avoir des arbres assez réguliers, tous un petit peu près le même volume, pour qu'on ait quelque chose d'assez normalisé et qu'on puisse utiliser toujours les mêmes filets sans devoir réfléchir sur quel arbre ça va aller parce qu'il y a des différentes tailles ou quoi. J'ai eu 2 formations de taille récemment, on a eu 2 intervenants et c'était assez intéressant parce que c'était un Italien où on l'a fait, qui nous a appris à faire une taille rapide, donc à gagner du temps, puis à rééclaircir les oliviers, à faire en sorte que ces oliviers éclaircis soient plus ouverts. Pour les traitements, c'est meilleur. Pour la mouche, on a moins de pression de mouche. J'enlève celle-ci, là. Ainsi, les oléiculteurs du groupe Défi ont mis en évidence plusieurs outils pour réduire la pression de la mouche de l'olive dans leurs exploitations. Tout d'abord, bien connaître son ennemi, son cycle, ses dégâts, savoir à quel moment intervenir. Ensuite, bien connaître ses alliés au verger, qu'ils soient dans la frondaison, dans l'environnement proche du verger ou au sol. Et enfin, bien adapter ses outils de pulvérisation pour protéger les olives contre les intrusions de mouches de l'olive ou de la dalmaticose. De 2016 à 2021, les producteurs du groupe Un défi en oléiculture, animé par la Chambre d'agriculture du Var, ont donc travaillé la question de la biodiversité fonctionnelle dans leurs exploitations pour lutter contre la mouche de l'olive. De 2022 à 2026, les producteurs du groupe Un défi en oléiculture souhaitent donc maintenant approfondir la question des maladies du feuillage. Nouveau défi, effectivement, car elles sont responsables de la défoliation importante des arbres, parfois non contrôlée malgré un suivi rigoureux de la part des producteurs. Cette vidéo illustre les différentes fiches que les producteurs ont voulu vous mettre à disposition, donc que vous pourrez retrouver sur le site Ecophytopic, sur la page du groupe Un défi en oléiculture. Toutes ces combinaisons de leviers contre la mouche de l'olive sont donc installées suivant l'affinité des producteurs dans les exploitations, la facilité de mise en place ou l'efficacité qu'elles représentent pour lutter de manière efficace contre la mouche de l'olive et la dalmaticose. La biodiversité fonctionnelle dans les vergers n'est donc pas simplement inféodée à la lutte contre la mouche de l'olive, mais peut aussi jouer sur d'autres ravageurs comme la teigne de l'olivier, les cochenilles, qui peuvent aussi être des ravageurs d'importance, parfois secondaires, mais parfois, suivant la localisation du verger et l'attaque, la pression, peuvent pénaliser la récolte. En attendant de vous revoir lors des journées de démonstration du groupe Un défi en oléiculture sur le département du Var, j'espère que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations. En groupe, on est toujours beaucoup plus performant que tout seul isolé.